Guy Pervilliers, né en 1948 dans l'Oise, agrégé d'histoire en 1972. De 75 à 79, il a été pensionnaire à la Fondation Thiers et attaché de recherche au CNRS pour ses recherches. Et il a soutenu en 1980 un doctorat d'histoire à l'École des hautes études en sciences sociales sur le thème étudiant algérien à l'Université française 1908-1962. De 95 à 99, il a été professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nice, et depuis 99, il est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Toulouse-Le Mirail. Il a publié de nombreux articles, notamment dans la revue L'Histoire, et plusieurs ouvrages consacrés à la décolonisation. Donc je vous les indique jusqu'au plus récent. Les étudiants algériens de l'Université française, ça c'est sa thèse aux éditions du CNRS en 84, qui a été publiée à Alger Casbah édition en 97. De l'Empire français à la décolonisation, chez Hachette en 1991, 1962, la paix en Algérie, à la documentation française en 1992, l'Europe et l'Afrique de 1914 à 1974, texte politique sur la décolonisation à Paris, chez Offris, en 99, Alger, 1940-1962, une ville en guerre, ouvrage collectif, par Jean-Jacques Jordi et Guy Pervilliers, et va paraître tout à fait sous peu, dans la quinzaine, une synthèse pour une histoire de la guerre d'Algérie en mars 2002, donc aux éditions Picard. Donc je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes. Ensuite il y aura les questions. J'insiste sur une chose compte tenu de l'expérience de la semaine dernière, elle n'était d'ailleurs pas bien malheureuse, mais c'est que je demande instamment aux personnes du public de s'en tenir à des questions et non pas à l'expression de leurs états d'âme qui, je comprends très bien qu'ils soient lourds et parfois chargés, mais je veux dire, nous sommes ici pour poser des questions et nous apprécierons tous que vous en teniez à des questions. Merci. Bon. Bien. Alors, je vous remercie pour votre initiative et pour votre invitation, et je vais donc essayer de vous présenter le sujet prévu, terrorisme et guérilla, de la Toussaint Rouge à la tragédie des Harkis. La guerre d'Algérie est trop souvent considérée d'une manière unilatérale. Il convient, au contraire, si on veut la comprendre historiquement, d'analyser l'interdépendance, l'interaction des comportements des deux camps et l'engrenage des violences qui en est résulté. Qui a commencé? Incontestablement le FLN, par son insurrection du 1er novembre 1954. Et ses chefs ont d'ailleurs clairement revendiqué la responsabilité de leur initiative. Il n'en est pas moins vrai qu'ils la considéraient comme une riposte nécessaire à la violence et à l'injustice du régime colonial établi par la force depuis 1830 et à l'impossibilité démontrée d'une émancipation pacifique par la voie légale. Mais la recherche du premier responsable de la première violence est vaine. Alors, sans remonter jusqu'à la bataille de Poitiers, rappelons que la violence était endémique en Afrique du Nord depuis de nombreux siècles et que les méthodes répressives du général Bugeaud n'avaient en rien aggravé celles des pouvoirs musulmans traditionnels. Alors, on pourrait me faire néanmoins une objection plus sérieuse, à savoir que la guerre d'Algérie aurait commencé le 8 mai 1945 par une féroce répression colonialiste d'un mouvement revendicatif pacifique du peuple algérien. Alors cette objection est davantage valable, mais il faudrait fortement nuancer les idées reçues à ce sujet, en particulier le projet insurrectionnel des nationalistes algériens au nom d'une partie d'entre eux était nettement antérieur au 8 mai 1945. Il avait été conçu dès 1938 par une fraction du Parti du peuple algérien. Et dès le mois d'août 1941, les services de renseignement français signalaient un état d'esprit pré-insurrectionnel dans la région de Sétif. Enfin, on ne comprend rien à ce qui s'est passé si l'on ignore que les autorités françaises étaient absolument persuadées que le Parti du peuple algérien clandestin préparait une insurrection. Bon, alors je ne veux pas néanmoins me lancer dans un récit des événements de mai 1945 qui risquerait de me faire aborder trop tard le vif de mon sujet, mais il faut bien préciser que le processus
de la répression du mai 45 a été en grande partie déclenchée et stimulée par les violences qui ont été commises par une partie des insurgés sur des civils français d'Algérie, à Sétif puis dans la région environnante. Alors il est vrai que le premier mort a été un porte-drapeau algérien tué par la police donc dans une manifestation qui a été autorisée à condition que le drapeau algérien considéré comme séditieux ne soit pas arboré. Mais il est vrai qu'à partir de ce premier mort, il y a eu une vague de violence frappant aveuglément des Français d'Algérie qui a ensuite déclenché et stimulé la répression, une répression qui était certes préparée dans la mesure où l'insurrection était elle-même attendue. Alors, je ne m'étendrai pas non plus, sauf si vous voulez me poser des questions sur le bilan de cette insurrection et de la répression qui a suivi. Alors, je dirais simplement qu'il faut être très prudent en répétant des estimations dont on ne sait pas comment elles ont été élaborées, même si certaines de ces estimations viennent de milieux du gouvernement général de l'Algérie. Mais je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet. Alors, l'important, c'est que cette insurrection du mai 45 et la répression qu'elle a déclenchée ont réactivé les vieux réflexes de crainte et d'agression dans les deux populations qui étaient en présence depuis la conquête et qui se sont senties également victimes d'un guet-apens et d'une agression injustifiée. Les Français d'Algérie en ont tiré la leçon suivante, d'une part, une leçon optimiste, la paix pour 10 ans, suivant le mot du général Duval, et d'autre part, une leçon pessimiste, à savoir que la revendication d'indépendance, cela signifiait pour eux la valise ou le cercueil. Quant aux Algériens, et en particulier aux militants nationalistes, ils en ont tiré, bien entendu, un désir de revanche compréhensible, mais aussi l'idée qu'ils devaient préparer soigneusement la reprise de l'initiative, et c'est pourquoi a été créée au sein du Parti du peuple algérien, en 1947, l'organisation spéciale paramilitaire chargée de préparer méthodiquement l'insurrection, et d'autre part, l'idée qu'ils devaient aussi choisir soigneusement le moment. Alors cette insurrection, donc longuement mûrie par l'OS, l'organisation spéciale du PPA, a été décidée en 1954 par d'anciens militants de cette organisation, désireux de résoudre la crise qui avait fait éclater leur parti, donc le PPA devenu le MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, et en même temps sortir le mouvement national dans son ensemble de l'impasse dans laquelle il s'enlisait, ainsi que l'idée que les Algériens devaient tenir leurs engagements envers les autres partis nationalistes du Maghreb qui avaient prévu d'entrer en action en commun pour obtenir l'indépendance des 3 pays de l'Afrique du Nord, donc pacte d'unité d'action qui a été signé au Caire en avril 1954 sous l'égide du colonel Nasser, donc le nouveau chef de l'État égyptien. Alors, les organisateurs de cette insurrection, qui ont pris le nom de FLN, Front de Libération Nationale, et d'ALN, Armée de Libération Nationale, avaient explicitement prévu, dans leur proclamation initiale, d'employer tous les moyens pour atteindre leurs objectifs. Alors, il est vrai que ces moyens n'étaient pas autrement précisés, sinon pour dire qu'ils devaient combiner une action intérieure et une action extérieure. Quels étaient donc ces moyens? Nous pouvons les résumer, pour le moment, à 2 termes, la guérilla et le terrorisme. La guérilla, c'est-à-dire l'attaque par surprise du faible contre le fort, donc il s'agit d'une forme de combat au sens traditionnel du mot, mais un combat par définition inégal. Cette méthode de guerre avait été minutieusement préparée et étudiée par l'OS d'après les enseignements de la résistance française et d'autres mouvements de résistance dans l'Europe occupée, ainsi que de mouvements nationalistes antérieurs, notamment le mouvement irlandais. Mais il n'y avait pas, contrairement à une idée très répandue,
d'imitation systématique et délibérée d'un prétendu modèle indochinois de la guerre révolutionnaire ou subversive, pas donc d'imitation systématique de méthodes de révolutionnaires marxistes-léninistes, appliquées notamment par Mao Tse-tung en Chine et par le Viet Minh au Vietnam. Deuxième méthode, non moins importante, le terrorisme, c'est-à-dire des actes de violence armés, mais dirigés généralement contre des civils non armés. C'est un autre moyen de compenser l'inégalité considérable du rapport de force. Donc un moyen pour le faible de frapper le fort, là où il ne se garde pas, puisqu'il s'agit d'une population non armée. D'autre part, il faut signaler que le terrorisme vise un double effet. D'une part, il veut tuer ceux qu'il frappe, mais également terroriser les survivants et tous ceux qui s'identifient aux victimes, alors c'est-à-dire en fait paralyser leur volonté de résistance par un choc psychologique insurmontable. Alors, il faut remarquer que cette notion de terrorisme a une histoire complexe que je n'ai pas le temps de retracer en détail, mais qu'elle postule une distinction claire entre les combattants et les terroristes. Donc les combattants qui emploient la violence contre d'autres hommes qui emploient également la violence, les uns et les autres sont armés, ce qui fait qu'ils se trouvent les uns et les autres en quelque sorte en état de légitime défense réciproque. Alors que les terroristes, par définition, emploient des armes contre des personnes sans armes. Et c'est pourquoi la notion même de terrorisme évoque immédiatement une connotation péjorative. Mais il faut souligner que cette distinction souhaitable a perdu beaucoup de sa netteté depuis la Deuxième Guerre mondiale, en partie parce que les Allemands ont employé systématiquement le mot terrorisme pour discréditer toute forme de résistance contre leur occupation, mais aussi parce que tous les belligérants, y compris les Alliés, ont employé les bombardements aériens systématiques contre les populations civiles pour briser la combativité du peuple ennemi. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a une sorte de banalisation du terrorisme, même s'il suscite toujours l'indignation. Et la preuve, c'est que même George Bush et les journaux ont présenté les attentats du 11 septembre comme étant de véritables actes de guerre, ce qui montre bien que le terrorisme est considéré aujourd'hui comme une arme de guerre. Alors, malgré cela, le mot a été soigneusement évité par la propagande du FLN, qui préférait employer le mot arabe fida, donc parler de fidaïn au lieu de terroristes, donc les fidaïn étant ceux qui ont accepté de sacrifier leur vie pour la cause qu'ils servent. Mais il s'agit en fait d'un euphémisme, car il est bien évident que ces fidaïn n'étaient pas des non-violents, et que le véritable but de cette action consistait à tuer des personnes ennemies non armées et non pas à sacrifier la vie des combattants. Mais il faut souligner que si le mot terrorisme a évidemment été employé systématiquement par la propagande française pour discréditer le FLN lui-même l'avait en fait accepté à son usage interne. On peut trouver des textes du FLN et auparavant de l'OS qui employaient le mot terrorisme. Alors cela étant, quelle a été la place du terrorisme dans les méthodes du FLN? Eh bien, selon les partisans de l'Algérie française, notamment le gouverneur général Jacques Soustelle, c'était l'arme essentielle du FLN. Et je pourrais citer un auteur de la même tendance, Philippe Tripier, auteur de l'Autopsie de la guerre d'Algérie, qui écrit ceci: la caractéristique la plus marquante de la révolution algérienne est l'usage privilégié qu'elle a fait de la terreur. Alors, on trouve une opinion qui n'est pas très éloignée sous la plume d'un observateur qui était pourtant beaucoup plus compréhensif envers le FLN, Jean Daniel. Alors, Jean Daniel qui explique, je ne veux pas chercher des citations exactes parce que ça me ferait perdre du temps, mais il explique que les premiers maquisards de novembre 1954 ont fait ce rêve insensé de déclencher une guerre contre la France au nom du peuple algérien, ce qui les a conduits à déclencher en même temps une véritable guerre civile à l'intérieur du peuple algérien,
en s'en prenant systématiquement à ceux des Algériens qui refusaient de les suivre, soit parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le but, soit parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les moyens. Et cela les a conduits, écrit Jean Daniel, à inventer la notion de trahison pour criminaliser des comportements d'obéissance à l'autorité française qui avaient été banalisés par un siècle de soumission et également par un siècle de cohabitation qui n'était pas toujours hostile avec la France ou avec, en tout cas, certains Français. D'où la nécessité d'inventer la trahison par le châtiment des traîtres, enfin d'inventer et d'imposer la notion de trahison par le châtiment des traîtres. Alors, je pense que dans tous les cas, ces jugements doivent être complétés et nuancés, et nous pouvons distinguer trois moyens principaux dans l'action du FLN. Alors, action qui visait, bien entendu, à lui rallier la masse du peuple algérien, au nom duquel il avait déclenché une guerre sans avoir pu le consulter. Le premier de ces moyens, c'était la propagande, c'est-à-dire l'appel aux sentiments nationaux et religieux des Algériens musulmans pour qu'ils soutiennent les combattants du FLN. Alors c'était le but à la fois de la proclamation du FLN qui définissait les causes et les buts de son combat, le 1er novembre 1954, ainsi que de l'appel de l'ALN qui invitait les Algériens à se mobiliser au service des combattants et qui se terminait ainsi: en les servant, tu sers ta cause, enfin se désintéresser de la lutte est un crime, contrecarrer l'action est une trahison. Et c'est pourquoi également les combattants du FLN se présentaient partout comme étant des moudjahidines, des combattants de la guerre sainte, donc des combattants dans la voie de Dieu, dans la voie de l'islam. Ceci pour combattre la propagande française qui les présentait au contraire comme des fellagas, c'est-à-dire des brigands de grand chemin. Et ce mot moudjahidine rappelait en fait à la fois les compagnons du prophète, qui donc ont été les premiers moudjahidines, mais aussi les proches ancêtres des Algériens qui avaient résisté avec acharnement contre la conquête française dans les années 1830 et 1840 et qui s'étaient révoltés à plusieurs reprises, notamment en 1871. Mais ce moyen n'a pas été toujours suffisant pour obtenir le soutien que les organisateurs de l'insurrection avaient espéré. D'où la nécessité de recourir, en fait, dès le début, au terrorisme, et plus précisément le terrorisme interne au peuple musulman algérien, c'est-à-dire le terrorisme visant les traîtres ou les réfractaires, comme l'avait d'ailleurs annoncé l'appel de l'ALN. Et on peut préciser que d'après des renseignements donc fournis par un agent double aux Français, le principal coordinateur de l'insurrection, Mohamed Boudiaf, aurait déclaré, donc dans des réunions de militants, que l'insurrection devait commencer par des actions simultanées sur tout le territoire algérien le 1er novembre 1954. Ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, il faudrait mener l'action terroriste pour la liquidation des traîtres. Et dans un troisième temps, viendrait l'insurrection générale. Alors, et ce terrorisme interne, ce châtiment des traîtres et des réfractaires, était en fait envisagé par l'OSS dès 1948, comme le prouvent plusieurs documents. Et, je les répète, il était déjà annoncé, sous une forme un peu édulcorée, à la fin de l'appel de l'ALN. Alors, ce châtiment des traîtres était d'abord une nécessité militaire pour permettre aux combattants de l'ALN d'échapper à la répression en gagnant la bataille du renseignement, c'est-à-dire priver l'administration française, l'armée et la police de tout renseignement, en éliminant tous les mouchards, et d'autre part, gagner la bataille de la propagande, justement pour éviter que la population considère les rebelles comme des fellagas, comme des brigands. C'était aussi une nécessité politique pour substituer la loi des rebelles à celle du pouvoir colonial. Alors en effet, le pouvoir colonial, qui avait au moins l'avantage d'être un pouvoir de fait, obéi par la masse des Algériens depuis un siècle, eh bien ce pouvoir colonial présentait les insurgés comme des rebelles, c'est-à-dire des révoltés contre l'autorité légitime.
Il fallait donc inverser la légitimité et prouver par des actes que la légitimité était celle des Moudjahidines et que donc ceux qui s'opposaient à eux, c'était eux, les véritables rebelles. Et le seul moyen d'imposer cette inversion de la légitimité, c'était précisément de la prouver par des actes, précisément par le châtiment de ceux qui enfreignaient cette légitimité. Et enfin, troisièmement, c'était une nécessité religieuse, dans la mesure où le FLN avait choisi d'instrumentaliser la religion musulmane en présentant son action comme un djihad. Donc, puisque l'insurrection était un djihad, le devoir des musulmans était de les soutenir, et s'ils combattaient contre ce djihad, ils se comportaient eux-mêmes comme des renégats de l'islam qui méritaient la mort dans ce monde et l'enfer dans l'autre, suivant les paroles du prophète. Et il faut dire que cette instrumentalisation de l'islam n'était pas une nouveauté, puisque un siècle plus tôt, c'était exactement ainsi qu'avait procédé l'émir Abdelkader, qui avait obtenu une fatwa d'ouléma marocain pour dire précisément que ceux qui se mettaient du côté des Français contre lui étaient des renégats et méritaient la mort. Bon. C'est pourquoi aussi ce châtiment des traîtres se faisait suivant des modalités sanglantes et cruelles, notamment des mutilations, des égorgements, qui visaient à déshonorer les victimes autant qu'à les tuer. Alors il s'agissait non seulement de tuer en faisant souffrir le plus possible pour démontrer en quelque sorte l'horreur du crime par l'horreur du châtiment, suivant une analyse de Michel Foucault dans un autre contexte, mais il fallait également déshonorer la victime et ainsi doubler en quelque sorte la suppression physique de l'ennemi, ou du traître, par une défiguration et des mutilations, notamment sexuelles, qui voulaient en faire un objet de mépris et le déshonorer aux yeux de la masse du peuple. Et c'est pourquoi aussi il fallait absolument éviter que ces victimes soient considérées comme les victimes d'un crime injustifié, mais il fallait au contraire qu'ils soient considérés comme ayant mérité leur sort, afin de décourager la vengeance des familles de ces prétendus traîtres. Alors je pourrais vous donner de nombreuses citations, en particulier du journal de Mouloud Feraoun, instituteur et écrivain kabyle, qui décrit très précisément les réactions psychologiques donc des paysans kabyles dont il est issu face au FLN et à ses méthodes. En fait, il fallait ainsi faire en sorte que le choix soit de mourir en traître ou de mourir en patriote, et donc que les Algériens, constatant que la mort de toute façon est possible sous ces deux formes, eh bien qu'ils préfèrent mourir en patriote, c'est-à-dire tués par les Français, que de mourir en traître, avec la honte et l'opprobre général de leur peuple. Mais en dépit de toute cette psychologie, on peut dire que, bien que de nombreux Algériens, notamment dans une région très nationaliste comme la Kabylie, aient fait le choix de mourir, s'il fallait mourir, en patriote plutôt qu'en traître, malgré cela, comme observe Mouloud Feraoun, on a continué à mourir en traître, et de plus en plus. Ce qui a produit petit à petit des doutes sur la réelle culpabilité des victimes et à la fin, au moins dans certains cas, dans certains lieux, des mouvements de révolte qui ont conduit au contraire à un engagement du côté des Français. Alors pourquoi cette persistance et cette multiplication de la trahison? Essentiellement à cause d'un rapport de force totalement déséquilibré qui faisait que les Algériens ne pouvaient pas en quelque sorte remplir à la fois leurs devoirs envers les Français et envers les patriotes algériens. Ils ne pouvaient pas concilier ces deux devoirs incompatibles, et d'autre part, matériellement, ils ne pouvaient pas continuer à porter sur leur dos les moudjahidines, c'est-à-dire à les entretenir, à les nourrir, et en même temps rompre tout contact avec les Français qui avaient les moyens
par exemple, d'employer des représailles économiques pour forcer la population à abandonner les rebelles. Donc, tôt ou tard, il était inévitable qu'une partie croissante des Algériens passe soit à la trahison, soit à la résistance passive contre les exigences des moudjahidines ou rebelles, comme on voudra les appeler. Et d'autant plus qu'en même temps, le FLN anticipait en quelque sorte ce processus inévitable, voire provoquait lui-même la trahison en instrumentalisant le châtiment des traîtres pour en faire une épreuve initiatique afin de tester la force de motivation des volontaires qui voulaient rejoindre la LN et afin de les compromettre irrévocablement. Et on pourrait citer à ce propos un tract du chef politique du FLN d'Alger, Aban Ramdan, qui disait ceci, en décembre 1955, « Chaque patriote se fera un devoir d'abattre son traître ». D'où on peut conclure que le nombre des traîtres doit nécessairement égaler celui des patriotes. Alors, il est vrai que les plus hauts responsables du FLN ont pris conscience du danger d'aboutir non pas à une unanimité nationale, mais à une guerre civile, à une coupure en deux du peuple algérien, et c'est pourquoi il y a eu en 1956 plusieurs tentatives de limiter, de codifier l'usage de la violence. On la trouve notamment dans El Moudjahid, l'organe du FLN publié par Aban à Alger en 1956, ainsi que dans le procès-verbal et dans les directives politiques du Congrès de la Soummam, qui a réuni les chefs du FLN de l'intérieur en août et septembre 1956. Et c'est aussi pourquoi, même si cela peut paraître à première vue contradictoire, le FLN a été conduit à ajouter à ce terrorisme interne un terrorisme externe qui visait les Français, et non seulement les militaires ou les policiers ou les colonialistes qui agissaient contre les insurgés, mais aussi souvent n'importe quel Français pris au hasard dans une embuscade ou tué par des bombes à retardement posées dans des lieux publics des quartiers européens. Alors, cela n'a pas été une décision initiale. En effet, il semble, d'après certains témoignages, que les organisateurs du 1er novembre n'avaient pas ordonné de s'en prendre à n'importe quel Français civil, même s'il y a eu effectivement plusieurs Français d'Algérie qui ont été tués le 1er novembre 1954. Leur nombre n'est pas tel qu'on puisse y voir la preuve d'une volonté de terrorisme anti-français, d'autant plus qu'il n'y a eu ensuite aucune victime civile parmi les Français d'Algérie du mois de décembre 1954 au mois d'avril 1955. Mais c'est à partir du mois de mai 1945, et ce n'est peut-être 55, et c'est-à-dire 10 ans après la répression de mai 1945, ce n'est peut-être pas un hasard, qu'on a vu se multiplier les meurtres de civils français d'Algérie, et dont le nombre a augmenté rapidement, et en particulier le 20 août 1955 dans le nord constantinois, où donc l'ALN a déclenché un soulèvement encadrant des masses de paysans qu'elle a conduit à l'assaut. Alors à l'assaut non seulement des gendarmeries, des postes de police, des postes militaires français, mais aussi à l'assaut de civils qui ont été massacrés par familles entières, en particulier à la mine de fer d'El Alia, près de Philippeville, et dans une ferme proche de Aïn Abid. Alors pourquoi ce changement qui en fait, je l'ai dit, est antérieur au 20 août 55? Eh bien, plusieurs causes peuvent être envisagées. Très vraisemblablement la vengeance donc contre les victimes de la répression, mais aussi la facilité, car il est plus facile de se venger sur n'importe qui que sur le responsable précis de tel ou tel acte répressif. Et on doit même envisager très sérieusement l'hypothèse d'une provocation délibérée de représailles aveugles par des attentats aveugles. Alors, il y a de bonnes raisons de le supposer. Alors, d'abord, le 20 août 55, donc dans le nord constantinois, est donc une action qui a été décidée au niveau de l'organisation régionale, donc qu'on n'appelait pas encore les wilayas
mais c'est ce qui est devenu la Wilaya 2, donc celle du Nord constantinois. Cette décision donc d'insurrection et de massacre sans quartier a été prise quelques mois après les consignes répressives draconiennes qui ont été données à l'armée française par les chefs militaires, c'est-à-dire le commandant en chef interarmé, le général Cherrière, et le commandant de la division du Constantinois, le général Allard, avec l'accord tout à fait formel du gouverneur général Jacques Soustel et du ministre de l'Intérieur Maurice Bourgès-Monoury. Et ces consignes draconiennes, qui disaient notamment « Tout rebelle pris les armes à la main doit être tué », ou châtié sur place, mais c'était la même chose, ainsi que l'ordre d'ouvrir le feu systématiquement sur les fuyards, donc considérés par là même comme suspects, et également sur les évadés, et enfin la responsabilité collective donc des populations qui ne pouvaient pas ne pas être complices d'un sabotage ou d'un attentat, eh bien toutes ces mesures extrêmement graves, qui en fait traduisaient une notion juridique oubliée, celle de hors-la-loi, c'est-à-dire la suspension de toutes les garanties légales contre ceux qui défiaient les lois par leur rébellion, eh bien ces consignes se trouvent non seulement rapportées par des témoignages, mais également par des documents, notamment la directive numéro 11 du général Allard, datée du 19 juin 1955, et qui a été généralisée par le gouvernement, donc le gouvernement présidé par Edgar Faure, donc pour être appliqué dans toute l'Algérie le 1er juillet 55. On comprend que l'application de ces consignes est inspirée des désirs de vengeance, mais il y a aussi des témoignages de bonnes sources qui disent que le chef donc de la wilaya du Nord constantinois, Zirout Youssef, était en même temps très inquiet du découragement du peuple frappé par la répression, et il avait peur que l'insurrection s'écroule à la suite de cette très violente répression, et c'est pour cela qu'il aurait décidé de relancer l'insurrection et d'en faire un processus irréversible en décourageant toute velléité de retourner en arrière par la soumission aux Français. D'où cette décision de provoquer par des massacres aveugles et horribles des représailles aveugles. Et d'après non seulement des témoignages dont certains ont défrayé la chronique récemment, mais aussi d'après des documents d'archives, il semble bien que cette provocation calculée est tout à fait réussie. Et que, effectivement, comme de nombreux observateurs l'ont dit, à partir de là, eh bien, la guerre d'Algérie a atteint un tournant irréversible, le point de non-retour. Deuxième exemple, la généralisation de cette stratégie de provocation à partir de décisions prises par le chef politique du FLN d'Alger, Abane Ramdan. Alors c'est pourtant lui, Abane, qui avait critiqué la sauvagerie des actes commis par les insurgés du 20 août 55, tout en l'excusant d'ailleurs par la vengeance de populations poussées à bout par la répression. Mais c'est pourtant lui qui a pris la responsabilité d'une escalade, d'une surenchère de la violence. En effet, le 26 février 1956, à la suite de déclarations du président du Conseil, Guy Mollet, qui avait fait une visite à travers l'Algérie et qui avait décidé de renforcer la répression pour apaiser l'inquiétude des Français d'Algérie, eh bien, il avait donc été, Guy Mollet avait dit qu'il envisageait de faire exécuter, dès que ce serait possible, les condamnations à mort prononcées par les tribunaux contre des rebelles, donc, qui avaient été arrêtés et jugés coupables d'avoir tué des Français. Et aussitôt, Abane a répondu par un tract disant que si le gouvernement français faisait exécuter les condamnés à mort, il y aurait des représailles terribles contre la population européenne. Alors, on doit remarquer que Abane ne parlait pas de représailles contre ceux qui avaient réclamé ou décidé ces exécutions, mais contre, en fait, n'importe quel Européen. Et c'est précisément ce qui a eu lieu quelques mois après, à partir du 19 juin 56,
date où les premières exécutions ont eu lieu à Alger, à la prison de Barberousse. Exécution que le président de la République avait d'ailleurs retardé le plus qu'il avait pu, en particulier parce qu'il savait qu'il y aurait des représailles. Mais ces exécutions ont lieu et, selon le récit d'Yves Courrière, Aban aurait répondu donc aussitôt par un tract disant que pour un patriote algérien guillotiné, il y aurait 100 Français abattus, et il aurait donné l'ordre donc à ses commandos de choc de s'en prendre à n'importe quel Européen de 18 à 50 ans, ou à peu près, enfin je n'ai plus les détails en tête, pas d'enfants, pas de femmes, pas de vieux, mais c'était la seule limite qu'il donnait à ces attentats. Et à la suite de cette vague d'attentats, donc qui a duré plusieurs jours dans les rues d'Alger, eh bien, on a vu se multiplier les attentats contre-terroristes, donc commis par des groupes de Français d'Algérie, qui s'étaient organisés sans aucun doute auparavant, mais c'est surtout à partir de ces attentats du FLN que ces groupes contre-terroristes ont multiplié les attentats à la bombe visant des lieux connus comme étant des lieux de réunion de militants ou de sympathisants du FLN. Et c'est l'une de ces bombes qui a soufflé tout un pâté de maisons dans la Casbah, rue de Thèbes, le 10 août 1956. Et c'est alors que, selon le témoignage de Yassef Saadi, donc qui a été le chef des commandos terroristes du FLN à Alger en 56-57, donc pour calmer momentanément la colère des Algériens, Yassef leur aurait promis de les venger, et il fallait en même temps prouver que le FLN n'avait pas peur des contre-terroristes et qu'il était aussi puissant que ces groupes contre-terroristes. Mais devons-nous voir là un enchaînement fortuit d'initiatives et de ripostes, comme l'a cru Mohamed Harbi, ou bien, au contraire, de l'acceptation consciente et délibérée d'un engrenage répressif? Alors, j'emprunte cette idée à un biographe algérien d'Aban Ramdan, Khalfa Mameri, qui n'est certainement pas hostile à son héros, mais qui, se fondant sur le témoignage de témoins autorisés, membres du FLN, prête à Aban Ramdan une stratégie délibérée qu'il appelle l'accélération voulue de la répression, afin de faire en sorte que la répression frappant n'importe quel Algérien, tous les Algériens se rassemblent autour du FLN. Et c'est pourquoi aussi la décision prise n'a pas concerné uniquement Alger, elle a été appliquée en fait à partir de la fin septembre dans toutes les villes de toute l'Algérie. Ainsi, un deuxième seuil décisif a été franchi dans la généralisation d'une violence systématique et sans limite. Ce fut un échec pour les très rares Français d'Algérie qui avaient rejoint le FLN en espérant ainsi éviter une guerre de race et de religion. Et le résultat, ce fut que pour la masse des Français d'Algérie, plus que jamais, l'indépendance signifiait la valise ou le cercueil. Alors, peut-on dire pour autant que les résultats ont été pour le FLN aussi positifs qu'il l'espérait, c'est-à-dire que à partir de là, il a rassemblé sans difficulté la masse des Algériens autour de lui? Il ne me semble pas, et en fait, le FLN a suscité par ses méthodes des oppositions qui ont fait de la guerre d'Algérie une guerre civile entre Algériens autant qu'une guerre entre deux peuples différents. On doit parler d'abord de l'opposition du MNA, qui a donné lieu à une véritable guerre civile entre nationalistes algériens, qui avaient en principe le même but, mais qui, en fait, avec un désaccord proprement politique, moins sur les méthodes employées, car, enfin, même si Messali Hadj a dit qu'il condamnait le terrorisme du FLN, il s'agissait surtout d'un désaccord sur la légitimité de la direction politique du soulèvement. Messali Hadj, se considérant comme le seul chef légitime du mouvement national algérien, d'ailleurs nom qu'il avait donné à son nouveau parti fondé après la dissolution du MTLD, donc le MNA, Mouvement national algérien.
Et au contraire, il accusait les fondateurs du FLN d'avoir eu partie liée dès le début avec ses ennemis, les centralistes, les partisans du comité central du MTLD, d'autant plus qu'effectivement le FLN avait accueilli dans son sein les centralistes ainsi que deux autres partis nationalistes modérés qui étaient l'association des oulémas et l'Union démocratique du manifeste algérien de Ferhat Abbas. Alors le résultat, ce fut une guerre fratricide qui s'est déclenchée, semble-t-il, à l'initiative du MNA en métropole, parce que c'est là qu'il était de beaucoup le plus fort, aussi vraisemblablement à l'initiative du FLN en Algérie, parce que c'est là que se trouvait au départ l'essentiel de sa force. Le résultat, ce fut le massacre des 300 habitants du village de Mechta Kasba, près de Melouza, donc sur les hauts plateaux au sud d'Alger, par le FLN, qui précipita une alliance tactique entre le chef messaliste Bellounis, qui avait donc un maquis dans le sud algérois, et l'armée française, alliance qui d'ailleurs n'a duré qu'un peu plus d'un an et qui s'est terminée par la liquidation de Bellounis par les Français. Et ce fut également, en conséquence, la liquidation des cadres messalistes par la Fédération de France du FLN en quelques mois à l'automne 1957, qui aboutit à la mainmise presque totale du FLN sur les Algériens vivant en France. Alors, dans tous les cas, le bilan de cette guerre fratricide fut très lourd et il eut également un impact psychologique désastreux sur l'image des Algériens aux yeux de l'opinion publique française. Et quand on dénonce à juste titre la montée du racisme anti-algérien en France durant cette période, qui est un fait incontestable, il ne faut pas oublier que précisément ces liquidations entre frères qui prétendaient servir la même cause a eu le plus mauvais effet sur l'image des Algériens. Mais la principale opposition, la plus importante en nombre, ce fut celle de ceux qu'on appelait les Français musulmans, ou quelquefois dans le jargon officiel les FSNA, Français de souche nord-africaine, qui avaient été enrôlés ou s'étaient engagés dans le camp français, et que l'on tente aujourd'hui à rassembler sous le nom de harkis, ce qui est d'ailleurs une extension abusive du sens du mot harki. Alors en effet, il y avait plusieurs catégories de musulmans algériens servant sous le drapeau français. D'une part, des militaires réguliers qui se composaient eux-mêmes de deux catégories, les engagés par contrat et les appelés, donc qui faisaient leur service militaire au même titre que les autres jeunes Français. Et d'autre part, les supplétifs, donc qui étaient en dehors des unités militaires régulières et qui se composaient d'une part, des groupes mobiles de protection rurale devenus groupes mobiles de sécurité, des harkis, alors qui étaient l'une des catégories les plus nombreuses de supplétifs. Donc les harkis, c'était une sorte d'unité auxiliaire qui était rattachée à une unité militaire régulière. Il y avait également les moghaznis, qui étaient en fait la garde des SAS, les sections administratives spécialisées, qui étaient une sorte un organisme militaire d'assistance aux populations et en même temps d'action psychologique et de renseignement. Et il y a eu également de plus en plus les groupes d'autodéfense, c'est-à-dire la population de villages ralliés qui recevaient des fusils de chasse pour se défendre contre les rebelles. Alors, l'important est que l'ensemble de ces catégories de musulmans armés par les Français a toujours été plus nombreux que l'effectif total de l'ALN à un moment donné. Et il semble, même si l'interprétation des statistiques, des archives est parfois délicate, que le nombre total de musulmans armés par la France est culminé, alors suivant les historiens qui ont étudié la question, à 180 000, selon Charles-Robert Ageron, ou à 210 000, selon le général Maurice Fèvre, fin 60, début 61, c'est-à-dire à peu près 5 ou 6 fois que les effectifs de l'ALN, au moins à l'intérieur de l'Algérie, tels que le deuxième bureau français les estimait. Mais ce constat d'un énorme déséquilibre doit être interprété avec prudence, car il faut également tenir compte
du fait que l'ALN a eu jusqu'au cessez-le-feu des pertes beaucoup plus lourdes que l'armée française et donc que les soldats et supplétifs musulmans de l'armée française. Et malgré ces lourdes pertes, eh bien, on constate que l'ALN n'a pas disparu, même si elle a été considérablement affaiblie, et même si le rapport entre les pertes des deux camps a été voisin de 10 contre 1, donc au détriment de l'ALN, entre 1957 et 1960. Ce qui veut dire que, en fait, l'ALN a plusieurs fois reconstitué ses effectifs et qu'elle avait donc des réserves. Et c'est pourquoi il semble que, en fin de compte, il faille comparer plutôt les effectifs globaux de tous ceux qui ont servi dans un camp ou dans l'autre durant toute la guerre. Alors, c'est-à-dire que, étant donné que le taux de renouvellement était beaucoup moins fort et moins rapide du côté français que de l'autre côté, on peut conclure qu'il y a eu vraisemblablement des ordres de grandeur équivalents. Alors, en particulier, si on ajoute toutefois à un recensement qui a été fait en 1974 par le ministère algérien des anciens moudjahidines et qui a donc trouvé un effectif total pour l'ensemble du FLN-ALN, c'est-à-dire à la fois l'organisation politique et l'organisation militaire, un total de 336 748 militants et combattants, parmi lesquels 152 863 auraient été tués. Ainsi, l'équivalence approximative des ordres de grandeur permet de conclure à une situation de guerre civile. Alors, nous devons également, et je vois que le temps presse, nous pencher plus rapidement sur la signification de ces engagements, sur leur motivation et sur le degré d'efficacité de ce qu'on appelle globalement les harkis. Nous nous trouvons en fait devant des images du harki tout à fait contradictoires qui sont fondées sur la généralisation de cas particuliers. Alors, d'un côté, il y a la vision du général de Gaulle et des partisans de sa politique. De Gaulle a qualifié les harkis d'un magma qui n'a servi à rien, c'est-à-dire donc des soldats faiblement motivés et faiblement combatifs. Et le général Buis, qui a été donc l'un des militaires qui ont servi sa politique en étant convaincu de son bien fondé, a dit que il pensait que la plupart des harkis avaient un pied dans la rébellion, étant donné que les familles étaient souvent divisées, et donc, en fait, il y avait assez souvent des renseignements, voire des munitions qui étaient fournies par les harkis à des rebelles. Mais une autre image, celle qui est encore officielle en Algérie, voit dans les harkis des traîtres abominables, tortionnaires et bourreaux de leurs frères, qui donc ont bien mérité leur châtiment. Et enfin, dernière image, celle diffusée par les partisans de l'Algérie française et défenseurs des harkis, des patriotes français exemplaires qui ont été non pas des traîtres mais des fidèles et qui ont précisément été punis pour leur fidélité parce qu'ils ont été trahis par l'ingrate patrie française. Alors, je pense que pour essayer de nous faire une idée même très approximative de l'importance de ces diverses motivations, alors je pourrais citer ce que m'a dit le colonel Schoen quand je suis allé le voir au début de mes recherches dans les années 70. Donc le colonel Schoen, qui était l'ancien chef du service des liaisons nord-africaines, qui était donc un service de renseignement politique et sur l'évolution de l'état d'esprit des musulmans, et dont le fils officier de SAS a été tué par le FLN. Et il avait donc, après sa retraite, consacré son temps à venir en aide aux harkis qui s'étaient réfugiés en France. Alors, d'après lui, on peut classer leur motivation principale comme ceci, par ordre de fréquence décroissante. D'abord, la solde, qui, même si elle était modique, était un avantage non négligeable dans des régions pauvres et surpeuplées, où les conditions de vie s'étaient encore détériorées pendant la guerre, ce qui d'ailleurs ne suffit pas à les considérer comme des mercenaires, bien entendu. Et donc à l'attrait de la solde pour faire vivre une famille s'ajoutait aussi, pour ceux qui avaient le choix, le fait qu'il y avait moins de risques à courir
en étant harkis qu'en gagnant le maquis, étant donné le très grand déséquilibre des pertes. Et on peut même dire que dans certains cas, selon certains témoignages, des pressions des autorités françaises ont en fait conduit à s'engager des hommes qui en fait n'avaient pas vraiment envie de prendre parti. Alors dans tous les cas, on voit qu'une grande partie des harkis en fait se sont engagés pour des motivations tout à fait élémentaires, c'est-à-dire ne pas mourir de faim ni de mort violente. Mais deuxième motivation importante, le désir de se venger et de venger les siens contre les injustices, les violences et les cruautés du FLN. Et par là même, eh bien, les Algériens qui ont choisi le camp français pour se venger ont obéi à la morale traditionnelle de la société algérienne, société que les ethnologues appellent société segmentaire, dans lequel tout individu a le devoir de venger l'honneur et à plus forte raison le sang versé au détriment de son lignage. Et même si ces caractéristiques bien connues de la société musulmane ont pu être exploitées naturellement par les autorités françaises, il n'en reste pas moins que ces Algériens se sont comportés comme des Algériens et non pas forcément comme des Français. Et leur attitude n'exclut pas nécessairement qu'ils n'aient pas commencé par soutenir sincèrement le FLN, comme le montre notamment le témoignage de Mohand Amoumou, auteur d'une thèse sur la motivation des harkis, et même un livre du général Fèvre, Un village de harkis, qui décrit le cas particulier d'une certaine région. Bon. Et enfin, on peut dire que parmi ceux qui ont pris parti contre le FLN par vengeance, il y a un certain nombre de ralliés qui effectivement avaient d'abord combattu dans la LN et qui ont changé de camp pour des motivations qui ne m'appartient pas de juger et qui peuvent être honorables ou non, suivant les cas. Bon. Et dans tous les cas, même si ce désir de vengeance a pu conduire à des abus, la responsabilité en incombe avant tout à leurs chefs qui les ont incités à le faire ou qui les ont laissés faire. Et enfin, dernière motivation, la fidélité envers les Français ou envers la France, qui n'est pas nécessairement synonyme d'un sentiment d'être français, mais qui implique au moins l'idée d'un devoir de fidélité envers le drapeau français ou envers certains Français avec qui on avait des relations personnelles qui n'étaient pas forcément des relations d'hostilité. Et c'est en fait le résultat d'un siècle de cohabitation qui fait que l'Algérie de 1954 n'était plus exactement celle de 1830. Et pouvons-nous, en tant que Français, leur reprocher d'avoir refusé de trahir la France ou de trahir des Français? Bon. Alors, toujours est-il que, je dois terminer maintenant très vite, ces harkis qui avaient été recrutés systématiquement par les autorités françaises, à la fois pour faciliter la lutte contre l'ALN et pour, en même temps, ébranler la légitimité du FLN, eh bien, ces harkis sont devenus encombrants à partir du moment où le gouvernement français a changé de politique et a décidé de négocier avec le FLN en acceptant le principe de l'indépendance et en acceptant, dans les faits, de transmettre le pouvoir au FLN à travers des formules de transition. Alors c'est alors qu'il a été décidé, pour des raisons politiques, de démobiliser tous ces supplétifs qui devenaient embarrassants, en leur laissant plusieurs options, et de les désarmer pour que leurs armes ne puissent pas servir ni au FLN, ni à l'OAS, qui était la menace de l'époque. Bon. Et ces harkis, enfin au sens large du mot, ont été laissés en Algérie sous la seule protection de la déclaration des garanties des accords d'Évian qui promettait l'impunité pour tous les actes commis en liaison avec le problème algérien du 1er novembre 1954 jusqu'à la date du cessez-le-feu. Et il se trouve que ces promesses ont été violées par les Algériens ou par des Algériens. Il semble que l'on doive parler d'une duplicité du FLN dans la mesure où le GPRA n'avait jamais renoncé à son postulat suivant lequel il incarnait l'État algérien et où l'État algérien redeviendrait totalement souverain à partir du moment où la France aurait reconnu son indépendance.
Et d'autre part, on sait qu'une partie du FLN, notamment l'état-major général de l'ALN, dirigé par le colonel Boumedienne, et la Wilaya 5, avait en fait donné des consignes pour tenir la liste des traîtres afin d'en tirer vengeance après l'indépendance. On sait aussi que le gouvernement français a une attitude extrêmement restrictive et qu'il a refusé d'envisager la seule solution qui aurait été efficace, c'est-à-dire le repli préventif de la masse des harkis avec leurs familles, pour diverses raisons, dont la principale a été que le général de Gaulle ne considérait pas les harkis comme des vrais Français et qu'il considérait que leur place était en Algérie. Ce qui ne veut pas dire qu'il avait prémédité de les y faire exterminer, mais simplement il espérait que les vengeances n'auraient qu'un temps et que le bon sens reprendrait rapidement ses droits, si l'on peut dire. Alors, cet espoir optimiste a été largement démenti, mais le bilan exact de ces massacres est extrêmement difficile à dresser, et je n'en dirai pas plus, sauf si vous voulez me poser des questions. Alors, je terminerai en rappelant que les Français d'Algérie ont, dans leur masse, refusé de croire aux promesses du FLN, et en ce sens, on peut dire que, dans la mesure où ils ont participé militairement ou autrement à la lutte contre le FLN, on peut parler aussi d'une sorte de guerre civile entre Algériens au sens large, donc une guerre peut-être pas entre compatriotes au vrai sens du mot, mais au moins entre voisins, ce qui n'est pas la même chose qu'une guerre entre deux peuples géographiquement séparés. Mais ce fut aussi une guerre civile entre Français, dans la mesure où la masse des Français d'Algérie a refusé d'accepter le revirement de la politique française, que d'ailleurs elle a pressenti très tôt, puisque dès le début de 56, on constatait une évolution rapide des gouvernements, des forces politiques et de l'opinion publique métropolitaine, ce qui explique que les Français d'Algérie aient participé à de nombreux mouvements de manifestations au bord de la légalité, voire dans l'illégalité, des épreuves de force récurrentes contre la volonté du pouvoir légal et de la métropole, épreuves de force attachées à des dates telles que le 6 février 56, le 13 mai 58, le 24 janvier 60, décembre 60, le putsch des généraux et enfin l'action de l'OAS en 61 et 62. L'action de l'OAS peut être considérée effectivement comme une action terroriste menée à la fois contre le FLN et contre les forces gouvernementales. Et on peut dire que l'action de l'OAS contre le FLN a été en fait une imitation de plus en plus systématique du terrorisme du FLN, en particulier à partir du mois de février 62, avec l'idée irrationnelle que les méthodes qui avaient réussi au FLN devaient réussir aux Français d'Algérie. Mais cette violence de plus en plus systématique a provoqué des représailles du FLN, malgré le cessez-le-feu, mais en même temps, c'est ce que voulait l'OAS, donc il ne peut pas reprocher au FLN d'avoir violé le cessez-le-feu. Et ces représailles ont pris la forme non seulement d'attentats, mais surtout d'enlèvements extrêmement nombreux, dont l'opinion publique métropolitaine n'a pas vraiment pris conscience, et dont le bilan est resté extrêmement lourd. Alors, je conclus, pour terminer, en rappelant quand même que ce qui a déclenché directement l'exode massif des Français d'Algérie, ce n'est pas l'action de l'OAS, ce sont les représailles du FLN contre l'OAS au début, mais qui ensuite ont perduré sous forme d'une anarchie complète durant les premiers mois de l'indépendance. Alors, je conclus maintenant. On ne peut invoquer à la fois le devoir de mémoire pour les bonnes victimes et le devoir d'oubli pour les mauvaises victimes. Contre la sélectivité des mémoires partisanes, il appartient aux historiens de tenir compte de toutes les victimes et d'expliquer, avec la même exactitude, leur sort tragique. Bien, un peu de lumière et on va passer aux questions. Dès qu'on en aura vu une. Il y en a une par là. Vous n'avez pas de micro. Essayons. Ici. Ça y est, ça marche.
Allez-y, monsieur. Merci. C'est en Pouvez-vous face. nous dire les pertes harkis, s'il vous plaît, et puis les pertes par enlèvement que vous avez mentionnées en finale, s'il vous plaît. Merci. Oui. Alors, bon, c'est effectivement une question extrêmement difficile. Bon, en ce qui concerne les pertes des harkis, je vous réponds qu'on n'en sait rien. Alors, je veux dire, après le cessez-le-feu, je pense que c'est cela qui vous intéresse. On n'en sait rien parce qu'il n'y a pas eu de recensement systématique et il était pratiquement impossible dans la mesure où l'armée française se retirait de plus en plus de l'intérieur du pays après le cessez-le-feu et plus encore après l'indépendance. Alors, ces pertes ont fait l'objet d'estimations extrêmement divergentes puisque, bon, disons la plus faible qui est citée en France est celle donnée par Jean Lacouture dans son article du Monde en novembre, je crois que c'était le 12 novembre 1962, intitulé plus de 10 000 harkis auraient été tués en Algérie depuis le cessez-le-feu. Alors, estimation qu'il tenait, paraît-il, donc d'officiers de l'état-major français, donc des troupes qui restaient encore en Algérie à cette époque. Et cette estimation est citée dans des documents officiels, notamment par le ministre des Affaires algériennes, Louis Jox, mais sans qu'il la prenne, en fait, qu'il la reprenne à son compte. Simplement, il la cite comme une information, la seule qui soit disponible. Alors, cette estimation, je pense que l'on peut la considérer provisoirement comme un minimum, simplement dans la mesure où ceux qui ont fourni cette estimation ne peuvent pas être soupçonnés a priori d'avoir voulu exagérer une réalité qui était quand même très pénible à avouer pour des officiers français. Bon, cela étant, ce n'est pas en soi une preuve, ça ne peut pas tenir lieu d'un véritable recensement. Quant aux défenseurs des harkis, donc qui n'ont pas cessé de protester contre leur sort et de réclamer en particulier, d'abord de prendre eux-mêmes des mesures pour rapatrier leurs harkis ou moghaznis en France, malgré la mauvaise volonté du gouvernement, et ensuite pour demander que le gouvernement ouvre plus largement les camps militaires français qui restaient en Algérie à ces réfugiés et les transfère en France. Donc les défenseurs des harkis ont produit un nombre assez important d'estimations. Il a été question d'abord de plus de 30 000, puis de 60 000, et en fin de compte, l'estimation qui s'est accréditée dans ce secteur de l'opinion, c'est 150 000. Et ce nombre est répété depuis dans des pétitions envoyées au gouvernement ou au président de la République pour qu'il reconnaisse la responsabilité de l'État français dans donc la mort de ces 150 000 harkis. Or, la répétition et les pétitions ne sont pas en elles-mêmes des preuves, d'autant plus qu'on sait sur quoi repose cette estimation. Elle a pour origine un rapport fait sur le sort des harkis dans l'arrondissement d'Agbou, dans la vallée de la Soumam en Kabylie, donc fait par le sous-préfet, M. Robert, qui, donc d'après des témoignages, a donné une estimation du nombre de victimes dans son arrondissement, et il a estimé que, d'après donc des témoignages autorisés, le nombre de victimes qu'il trouvait pour son arrondissement était inférieur à ce que l'on trouvait dans la plupart des arrondissements voisins, ce qui l'a conduit à proposer de multiplier une valeur moyenne de, je crois bien, alors attendez, je n'ai plus la mémoire des chiffres, il faudrait que je sorte ma documentation. Enfin, il aboutissait donc, à partir d'une moyenne multipliée par 72 arrondissements, il aboutissait à près de 150 000. Et c'est pourquoi, dans une version de son rapport, il a dit qu'il y avait eu vraisemblablement 150 000, harkis au sens très large, massacrés après le cessez-le-feu. Mais il existe une autre version du même rapport, citée par Mohand Amoumou dans son livre, et dans lequel, apparemment, le monsieur Robert était revenu sur cette estimation moyenne, et il disait que l'on pourrait adopter, en fait, une moyenne de, je crois, de 1000 à 1500 morts par arrondissement, ce qui, multiplié par 72, donne, en fait, entre 72 000 et
108 000. Or, je constate que cette deuxième version du rapport Robert n'a pas retenu l'attention. Mais dans tous les cas, comment choisir entre ces estimations extrêmement différentes? Je ne vois aucune raison de préférer l'une à l'autre. En fait, elles reposent toutes sur le même principe, c'est-à-dire on fait des évaluations à partir de témoignages sur ce qui s'est passé à tel ou tel endroit et on multiplie par des coefficients d'une façon arbitraire. Or, tout cela n'a aucune valeur, on ne peut absolument rien en tirer. Et donc, je crois qu'il est tout à fait dangereux et vain de répéter les mêmes affirmations en comptant sur l'argument d'autorité et sur la force de l'habitude. Tout cela, donc, ne repose sur rien, et le seul moyen d'arriver un jour à y voir clair, eh bien, c'est d'essayer de confronter systématiquement, lieu par lieu, tous les témoignages que l'on a pu recueillir ou que l'on pourra recueillir, et les confronter aux documents d'archives accessibles, enfin, en tout cas, pour le moment dans les archives françaises, mais je ne vois pas comment on pourrait arriver à une connaissance exacte tant qu'il ne sera pas possible de faire une enquête contradictoire sur le terrain. Et sur les enlèvements? Alors, sur les enlèvements, attendez, il faudrait que j'arrive quand même à sortir ma documentation pour avoir des chiffres précis à vous citer. Bon. Alors, sur les enlèvements, il y a une divergence, également entre les bilans officiels qui ont l'avantage d'être reconnus par le gouvernement, qui là encore n'a pas du tout intérêt à exagérer, car ce sont des nombres qui l'accusent, et les affirmations d'associations de défense des familles des disparus. Bon. Alors, dès que je retrouve ma page, je vous les donne. Alors, voici les chiffres officiels que l'on trouve dans les archives militaires sont les suivants. Alors, du 19 mars au 1er juin 62, il y aurait eu déjà 1061 civils enlevés, parmi lesquels 574 Européens et 487 musulmans. Bon. Alors, le nombre des civils européens seulement enlevés depuis le 19 mars 62 atteignait 1107 au 30 juin, 2943 au 31 décembre 62 et 3098 au 30 avril 63. Et parmi ces 3098, 969 avaient été retrouvés vivants, 306 retrouvés morts et 1818 restaient disparus. Alors ces chiffres sont contestés donc du côté des familles, en particulier de l'association de solidarité des familles et enfants de disparus, fondée en 1965, qui, je crois bien, déclare avoir tenu à jour un fichier de 2500 noms de disparus, ce qui ne l'empêche pas d'affirmer couramment 9000 disparus ou même plus. Et en fait, actuellement, le nombre qui paraisse être accrédité et qu'on retrouve dans les pétitions, c'est de 25 000 Français d'Algérie disparus. Alors, même remarque que pour les 150 000, on ne peut absolument pas affirmer de telles choses. Aucune évaluation globale et forfaitaire n'a de valeur. Le seul moyen d'arriver à y voir clair, c'est de dresser des listes nominatives et de les publier, soit pour obtenir confirmation d'autres témoins, soit pour que l'on dise que telle personne a été retrouvée, soit au contraire pour donner à d'autres personnes l'idée de signaler des disparitions qu'ils connaissent et qui apparemment sont inconnues. Je répète, la méthode par addition est la seule qui ait la moindre valeur, et même si on peut penser qu'elle restera toujours en dessous de la vérité, il est à mon avis moins grave d'approcher la vérité par en dessous que par en dessus, ne serait-ce que parce que l'exagération, d'une part, enlève tout crédit à des affirmations incontrôlées, ce qui favorise en fait l'oubli de cette réalité plus que gênante, et d'autre part, il y a aussi le risque d'attiser les haines, et ceci ne vaut pas seulement à l'adresse des Français d'Algérie ou des Harkis, ça vaut également, bien entendu, pour l'autre camp, dans lequel on entend encore souvent répéter le million ou le million et demi de morts algériens, affirmation, là encore, totalement invraisemblable et certainement fausse. Bon. Monsieur. Oui. Moi, ma question est la suivante. Connaissez-vous des écrits qui relatent l'exportation, alors exportation entre guillemets, du 4e régiment de tirailleurs algériens
de l'Algérie sur la Corse. Je précise un peu. En effet, fin 56, le 4e RTA, basé en Algérie et composé à 99% de musulmans, a été, suite à des désertions massives, avec armes et bagages, il était devenu indésirable et très dangereux. Je précise également qu'il s'agit de l'ensemble du régiment, colonel, Nouba et Bélier en tête. L'arrivée en Corse a été très sélective. Les meilleurs, entre guillemets, musulmans se sont retrouvés à Ajaccio, ensuite à Bastia, Calvi et Corté. Les plus dangereux, entre guillemets, se sont retrouvés à la citadelle d'Ajaccio. Donc je voulais savoir si vous connaissez un écrit qui relate notamment la relation avec les Corses du 4e RTA. Non, je ne sais absolument rien sur cet épisode que vous me révélez. Bon, je sais seulement qu'effectivement, en 1956, il y a eu une vague de désertion dans les unités dites de troupes indigènes, ce qui effectivement a conduit les autorités à les éloigner d'Algérie préventivement, mais les craintes se sont apaisées puisque, à partir de 1957, il y a eu au contraire, je crois, un mouvement en sens inverse et un recours de plus en plus systématique au recrutement donc des musulmans, aussi bien dans les unités régulières, notamment comme appelés, que chez les harkis et autres supplétifs. Donc je ne sais rien, malheureusement, sur cet épisode. Tout en haut, monsieur, dans les grandes hauteurs. Allez-y. J'aurais aimé savoir par rapport aux appelés originaires pour les uns donc des Français d'Algérie et pour les autres parmi les jeunes musulmans, est-ce qu'il y a eu une évolution de la politique? Est-ce qu'ils étaient mis à l'écart au début peut-être des opérations et plutôt envoyés en métropole, ou au contraire ensuite engagés plus particulièrement donc en Algérie comme les autres appelés donc eux issus de métropole? Je suis assez embarrassé par vous répondre parce que, en fait, je ne suis pas exactement un historien militaire. Enfin, je l'envisage plutôt j'envisage plutôt la guerre d'Algérie sous l'angle politique. Donc, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à votre question. Il faudrait vous adresser soit à Jean-Charles Geoffrey, soit au général Maurice Fèvre. Et à mon avis, il y a eu évidemment, oui, une évolution. Enfin, je pense que d'une façon générale, il y a eu une tendance à intensifier le recrutement, notamment des appelés musulmans. Je l'ai dit en partie, donc pour raisons que j'ai dites, c'est-à-dire contester la représentativité du FLN, mais aussi de plus en plus, surtout à partir de 1959, pour pallier l'arrivée des classes creuses. Donc les appelés métropolitains faisant leur service militaire en Algérie devenaient automatiquement de moins en moins nombreux à partir de 59 parce que les naissances ont fortement diminué pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'où la tendance à intensifier le recrutement des soldats et des supplétifs musulmans pour éviter de devoir augmenter la durée du service militaire des appelés métropolitains, mesure qui aurait certainement été très impopulaire. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce point. Excusez-moi. Ici, monsieur. Je réitère ma question de la semaine dernière. J'ai toujours pas d'informations. Je suis là. Je n'ai toujours pas d'informations sur la main rouge. Et je voudrais savoir pourquoi vous n'en avez pas parlé. Vous parlez effectivement de la violence du côté FLN, mais vous ne parlez pas de la violence du côté français. Merci beaucoup. J'en ai pas parlé. J'aurais dû en parler. À la fin, mais c'est le temps qui m'a manqué. Dans la mesure où, ce que vous appelez la main rouge, en fait, ça correspond à deux choses tout à fait différentes. En fait, c'est un mythe qui, je crois, est apparu d'abord en Tunisie et au Maroc. Donc, il s'agit en fait de groupes contre-terroristes qui étaient formés par des Français d'Afrique du Nord et dont la philosophie simpliste était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc, rendons-leur tout ce qu'ils nous font. Et ces groupes contre-terroristes ont également existé en Algérie et ils recrutaient également, non seulement parmi des civils ordinaires, mais également parmi des policiers, ce qui évidemment donnait une certaine précision à leur cible. Mais d'autre part, le mythe de la main rouge
c'est aussi un mythe pour camoufler toute autre chose, c'est-à-dire les activités du SDEC contre les militants, les sympathisants du FLN, contre leurs amis étrangers, notamment contre les trafiquants d'armes, et de nombreux attentats commis en dehors de la métropole, attribués à la Main Rouge, étaient en fait des opérations de services secrets. On le sait par différents témoignages, notamment les livres de Constantin Melnik, ceux de Raymond Muel et d'autres. Donc il y a Main Rouge et Main Rouge. On va prendre encore 3 ou 4 questions. Donc en haut, il y en a une tout en haut. J'ai mal au pied. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour votre exposé. Avant de poser mes 4 questions, j'aurais aimé rendre un hommage à les harkis qui ont joué un rôle capital durant la guerre. Et je vais commencer par une petite citation. Non, s'il vous plaît, une question, il y en a d'autres après vous. La révolution a été préparée par des génies, exécutée par des innocents et profitée par des lâches. Pour mes questions, pourquoi ces harkis sont pas protégés par la France? Ma deuxième question, pourquoi leurs dawas sont reconnus timidement? Ma troisième question, est-ce que la France a honte de ces hommes? Ma quatrième question, pourquoi la France ne fait rien pour que ces hommes rentrent dans leur pays? Et merci. Voilà. Merci. Oui, je vais essayer de répondre, mais je ne sais pas si je pourrais. Pourquoi n'ont-ils pas été protégés par la France? Enfin, je l'ai dit trop rapidement. Bon, il y a donc le fait est que le gouvernement français a refusé la seule solution qui aurait pu être efficace, c'est-à-dire le rapatriement préventif avec les familles, et il a préféré obtenir une promesse formelle d'amnistie, d'impunité totale en Algérie, dont l'application dépendait totalement de la volonté et de la bonne volonté du futur gouvernement algérien. Alors pourquoi a-t-il refusé ces solutions et pourquoi également s'est-il opposé au rapatriement organisé par des officiers en dehors de la voie hiérarchique et contre cette politique restrictive officielle? Eh bien, la première raison, c'est que, alors premièrement, le gouvernement, après avoir signé les accords d'Évian, ne voulait pas donner l'impression qu'il ne croyait pas lui-même à la valeur des promesses signées par le FLN. Deuxièmement, il a eu peur, semble-t-il, que les officiers qui prenaient l'initiative de transporter leur harkis ou leur moghaznis en France le fassent non pas pour les sauver, mais pour transférer des futurs recrues de l'OAS. Donc c'était la crainte de l'utilisation des harkis pour l'OAS. Par l'OS. Crainte largement mythique, car en fait la participation de harkis ou d'anciens harkis à l'OS a été tout à fait marginale, ce n'était que des cas individuels, et les harkis en unité constituée, aucune n'a rejoint l'OS. Il faut rappeler en particulier l'échec du maquis de Louarsenis, pour lequel le général Salan et les chefs de l'OS comptaient sur la participation des harkis du Bachaga Boualem, qui a refusé de les suivre, et d'ailleurs, enfin, il n'est pas question de l'en blâmer, bon, ce qui lui a permis de bénéficier d'un rapatriement organisé par les autorités militaires bien avant les autres. Alors, et surtout, dernière raison, la plus importante, je l'ai dit, c'est que, aux yeux du général de Gaulle, les harkis n'étaient pas des vrais Français, c'étaient des Algériens musulmans dont la place était en Algérie. Alors sans doute n'avait-il pas une grande considération pour eux, cela paraît évident d'après les propos qu'il a tenus sur leur compte, mais fondamentalement cela vient du fait qu'il considérait que ces hommes étaient des Algériens comme les autres par leurs origines sociales, par leur caractère socio et culturel. Ils n'étaient pas plus francisés que les autres, ils n'écrivaient plus le français que les autres, c'étaient des Algériens qu'un engrenage avait conduit à s'engager du côté français et non pas du côté du FLN. Et c'est pourquoi il a dit, notamment dans des conseils de ministres, en présence d'Alain Perfit qui a noté ses propos, que les musulmans ne peuvent pas venir en France en tant que rapatriés, enfin qu'à les harkis, ce ne peuvent être que des réfugiés.
mais pour qu'ils puissent venir en France en tant que réfugiés, il faut qu'ils y courent des dangers, enfin qu'ils courent des dangers en Algérie. Alors effectivement, vous pouvez constater, comme moi, qu'il en a fallu beaucoup de dangers pour leur ouvrir les portes de la métropole. Voilà. Et sinon, il est évident qu'il y a eu ensuite une amnésie officielle parce qu'il s'agit d'un drame embarrassant. Il est évident qu'on ne peut pas être fier de cet épisode, d'où effectivement une tendance extrêmement forte à l'occulter pendant très longtemps. Bon, on va passer aux dernières questions, une ici et puis ensuite deux par là. Pouvez-vous établir un parallèle entre la politique menée par le FLN pour obtenir son indépendance et la lutte menée par l'OLP pour obtenir l'évacuation des territoires occupés par Israël? Cette question a déjà été posée la semaine dernière. Hein. Oui. Écoutez, je vais essayer de répondre. Il est évident qu'il y a des ressemblances qui viennent en partie du fait que, alors soit que le FLN a lui-même emprunté ses méthodes en partie à des précédents palestiniens, car il faut rappeler qu'il y a eu une première guérilla palestinienne en 1947-48, avant la proclamation officielle de l'État d'Israël, et il y avait déjà eu, en particulier, une campagne d'attentats à la bombe dans les quartiers juifs de Jérusalem à cette époque. Mais aussi, c'est sans doute parce que les mouvements palestiniens ont cru trouver dans le FLN une source d'inspiration et l'exemple de méthodes légitimes et efficaces, ou si l'on préfère, légitimées par leur succès. Alors ce qui pose la question de savoir si, en fin de compte, ce terrorisme a vraiment été efficace, s'il a vraiment gagné la guerre. Alors, à mon avis, je pense qu'il serait dangereux de tirer des leçons simplistes d'un précédent algérien pour le conflit israélo-palestinien. Il y a une énorme différence, c'est que l'État d'Israël n'a pas de métropole, et donc le problème pour lui, c'est de mettre fin à la guerre sans mettre en danger sa survie. Ce qui pose la question qui est à l'origine de l'échec des négociations de Camp David, la question de confiance. Et en particulier, si Israël avait concédé la formation d'un État palestinien sur la presque totalité des territoires occupés, est-ce que les Palestiniens s'en seraient contentés ou est-ce qu'ils auraient revendiqué le droit au retour de tous les réfugiés dans l'État d'Israël, ce qui aboutirait effectivement à supprimer l'État d'Israël. Or, la grande différence, justement, entre la guerre d'Algérie et ce problème palestinien, c'est que, précisément, il y avait une métropole que les Français d'Algérie ne voulaient pas de leurs propres ailes. Et en fin de compte, le gouvernement français, approuvé par la très grande majorité de l'opinion métropolitaine, a décidé de mettre fin à la guerre d'Algérie en acceptant l'indépendance de l'Algérie et le transfert du pouvoir au FLN, mais bien entendu, la masse des Français d'Algérie n'était pas d'accord, parce qu'ils voulaient rester Français en Algérie, et ils ne pouvaient pas accepter de gaieté de cœur, même en échange de promesses formelles, de continuer à vivre en Algérie sous l'autorité de ceux qu'ils avaient considérés jusque-là comme des assassins. Il est évident que ce qui était possible pour les métropolitains ne l'était pas, en tout cas pas aussi facilement, pour les Français d'Algérie. Et c'est là, justement, la différence par rapport au problème israélo-palestinien. Une question, deux questions ici, et puis on terminera. Oui, monsieur le professeur, vous avez eu la gentillesse de me citer. Je voudrais faire une petite remarque concernant les effectifs de l'ALN qui ont été reconstitués. Ils ont été reconstitués, mais en Tunisie et au Maroc, parce que en Algérie, ils ont été peu à peu éliminés par le plan Chal, qui a réduit les effectifs de façon très drastique. Hein. Donc, on ne peut pas dire qu'il a reconstitué ses effectifs. Il a reconstitué d'autres unités qui étaient à l'abri en Tunisie et au Maroc. Bon, ceci, c'était une remarque en passant. Ceci dit, je m'interroge sur la phrase que vous avez attribuée au général de Gaulle, que j'ai citée moi également, ce magma qui n'a servi à rien. Cette phrase, il l'a prononcée en mars ou en avril 1962, c'est-à-dire après les accords d'Évian. Alors, ça veut dire qu'effectivement, il n'avait servi à rien, puisque on avait donné l'Algérie à leurs ennemis.
Oui, mais je pense que son opinion était probablement antérieure. Dans tous les cas, ce magma, il l'embarrassait. Il devenait gênant. Enfin. Bon, une dernière question ici, monsieur. Je ne sais pas, c'est madame ou monsieur? Madame, oui, de manifester avant, je suis désolé. Je peux? Oui. D'accord. Donc, moi, je vais donner une opinion. Je ne sais pas si non, écoutez, pas comme la dernière fois, partage. Hein. C'est une. Non, mais écoutez, pas comme la dernière. Non, posez une question directe. Posez une question. D'accord. Je vais la poser, et je vais la formuler. Voilà. Donc, à votre avis, contrairement à ce qui se dit concernant les harkis, dont le drame serait attribué au FLN, donc aux Algériens. À votre avis, les harkis, qui pour la plupart, comme vous l'avez relaté dans votre exposé, ne se sont pas enrôlés dans l'armée française en ayant une motivation politique contre l'indépendance de l'Algérie, mais plutôt, étant donné que le régime colonial français a utilisé des méthodes diaboliques contraignant à pousser des Algériens à combattre leurs propres frères en utilisant pas mal de recettes. Et en plus, à l'indépendance, des témoignages ont rapporté que lorsque... Non, et où est le point d'interrogation? C'est sur la base. Écoutez, je suis pas un robot. Même en médecine, je suis médecin, j'expose mon exposé, je vais pas directement. Non, mais la question, parce que si vous voulez. Du diagnostic. Voilà. Si vous privez donc, ce que je veux parole. dire, déjà durant la guerre, on les a montés contre leurs propres frères. Et à l'indépendance, on les a abandonnés contre ses frères, vis-à-vis de qui il s'est créé une animosité. Des témoignages ont rapporté que des harkis à l'indépendance voulaient se sauver dans des casernes militaires de Français et des Français les coups de bâton pour leur dire la guerre est terminée, vous n'avez rien fait pour nous. Allez-y, réglez vos problèmes avec vos propres frères. Ils sont même fait traiter de bougnoul. Est-ce que la France n'est pas justement le Machiavel qui a fait tout ça? Voilà. Le Machiavel, l'expression me paraît forte, car cela suppose que tout cela a été prévu, et voulu dès le début, ce qui n'est pas le cas. Le problème, c'est qu'il y a eu un revirement de la politique française. Alors c'est vrai qu'il y a des responsabilités françaises, et que les autorités françaises ont voulu pendant longtemps inciter ou pousser effectivement le plus possible de musulmans à prendre parti contre le FLN, mais c'est vrai aussi qu'il y a des responsabilités du FLN, et là je vous renvoie aux analyses de mon confrère algérien Mohamed Arbi, qui le reconnaît de façon très claire et très courageuse dans plusieurs de ses écrits, notamment dans le FLN, Mirage et Réalité, et encore plus nettement dans L'Algérie et son destin, croyants ou citoyens. Voilà, bien, merci beaucoup. Monsieur Pervilliers. La semaine prochaine, Madame